Vous avez dit effectivement que vous êtes une génération qui se considère même comme une génération sacrifiée. Le président vous dit que vous n'êtes pas sacrifié, effectivement. C'est le fruit de cette génération qui pousse aujourd'hui, qui est en train de réparer certains torts que le Mali a connus ici et là, notamment la perte de sa souveraineté. Vous savez, avant l'avènement de ce que nous appelons la rectification de la transition, en réalité, au sens stricto sensu du terme, on n'avait pas de pays. Nous avions un territoire, nous avions une population. Mais tout se décidait ailleurs. Même pour aller d'un coin à l'autre, il faut que l'armée malienne demande l'autorisation à des forces étrangères qui peuvent refuser. Par exemple, quand l'armée veut survoler certaines zones dans le secteur d'Ansongo, on leur dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Les ministres, quand ils veulent aller à Kidal, ils peuvent passer la journée à l'aéroport. Si la municipalité ne veut pas les amener, le soir, on leur dit de retourner à la maison, il n'y a pas de place. Lorsque la République fantomatique de l'Azawad organise sa fête soi-disant d'indépendance le 6 avril, les ministres qui vont, on leur dit de ne pas montrer le drapeau du Mali. Les diplomates vont, les mouvements armés viennent défiler avec leurs drapeaux et leurs armes, les officiers leur font garde à vous, ils invitent des délégations étrangères. Il y a même quelqu'un de la municipalité qui a osé souhaiter la bienvenue à la délégation malienne à Kidal. On a vu tout ça. On a l'impression souvent que les Maliens ont oublié tout ça. Dans les régions du Nord, il n'y avait pas de vie. L'insécurité continue jusqu'à présent, c'est vrai. Mais avant, il n'y avait pas de vie. C'était des zones livrées aux narcotrafiquants et au mouvement armé. Toutes les personnalités importantes dans les affaires étaient éliminées physiquement par des assassinats ciblés. Les narcotrafiquants avaient pignon sur rue, c'est eux qui achetaient les maisons. Si vous avez une maison à 20 millions, ils viennent vous donner 40 millions et vous allez construire une maison en dehors de la ville. Ce qui fait que si nous continuons ce système-là, dans 15-20 ans, les régions du Nord allaient être majoritairement, en tout cas le centre, habité par les narcotrafiquants. Et les populations autochtones allaient être à la périphérie. Et quand on allait organiser les élections dites démocratiques, ils vont corrompre la population et ils vont se retrouver dans les institutions. Et de cette façon, sur le moyen et le long terme, la rébellion ou bien les adversaires du Mali ayant leurs affidés dans les institutions, ils vont organiser à travers une révision constitutionnelle et des pouvoirs faibles et candides, ils vont organiser la partition du Mali. C'est ce que moi j'ai appelé la partition programmée du Mali. Il est vrai que pendant longtemps, quand vous relevez contre ces pratiques-là, bon, les gens n'ont rien dans la bouche, sauf à dire non, 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 c'est un partisan de la dictature, c'est un partisan de Moussa Traoré. Il ne veut pas de la démocratie, en oubliant que moi je suis de la même génération que vous. Moussa Traoré, je l'ai vu le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute. Avant ça, je ne l'ai jamais vu, je le vois à la télévision comme tout le monde. Mais on a raconté qu'il m'aurait donné des bourses, il a fait ceci. Je n'ai jamais eu des bourses par des faveurs en son temps. J'ai travaillé bien comme tous les fils de paysans. Si tu travaillais bien, en ce moment tu avais la chance de réussir. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont des enfants de paysans.
Et j'ai travaillé, c'était à la sueur de mon front, j'ai fait mes études, je suis revenu, j'ai fait le concours, j'ai passé premier, j'ai pris la fonction publique. J'ai fait le SNJ, dans le parcours de tous les Maliens. Mais ceux qui réellement ont servi sous Moussa Traoré, la période emblématique que tout le monde souligne de temps en temps, mais à force de régner leur passé, ils sont devenus les vrais champions au Mali. Vous savez que moi j'ai discuté avec le frère de Abdelkarim Cabral, camarade du Cabral. Je lui ai demandé, mais aujourd'hui, quel est le problème? Pourquoi depuis 30 ans, on n'arrive pas à trouver là où votre frère est enterré? Vous savez, il m'a dit que lui, il sait que... J'ai dit, on a eu un président qui dirigeait le camp. On a eu un président qui était ministre quand il est mort. Les deux sont venus au pouvoir. Comment se fait-il que vous ne trouvez pas là où il est enterré? Il m'a dit son opinion que je vais garder pour moi-même. Il m'a dit ce qu'il pense de toute cette situation. Donc pour dire que le pouvoir politique n'a pas manqué de moyens politiques pour trancher cette question. Certainement, il y a une volonté de ne pas faire savoir la vérité. Or, moi, je n'étais pas là quand cela s'est passé. Moi, j'ai été faire mes études à l'extérieur en 1977. Je suis rentré en 88. Et au moment où je partais, vous avez dû voir dans le livre que j'ai écrit, on nous manipulait. Moi, j'étais un fils de paysan. J'étais à l'internat. On avait toutes les facilités. Est-ce que vous savez, souvent, on faisait grève, pourquoi? Parce qu'on dit que la salade qu'on nous a donnée là, on a pris quelqu'un dans la rue, il est venu malaxer avec ses pieds. Ou bien que nous voulons des macaronis, on veut nous donner, on veut manger de la salade, on nous donne autre chose. Pour un oui ou un non. Et quand on sortait dans les grèves, moi je me suis retrouvé plusieurs fois au camp, on nous rasait la tête, on faisait la journée au soleil. Mais ceux qui nous poussaient là, je ne les voyais jamais lorsqu'on nous arrêtait. Et moi, j'analysais le comportement de tout le monde. Donc, depuis, j'ai compris dans quoi on était. La réalité, moi, je vais vous le dire, que les gens l'acceptent ou non. Le régime militaire, quand il s'est installé, l'opposition s'est installée dans le milieu scolaire. Donc, les syndicats des enseignants et des étudiants sont devenus la principale force d'opposition parce qu'il n'y avait pas de parti. Nous, par exemple, moi j'ai passé au bac en 1977. Vous savez ce qui était là? On a dit que quand vous passez au bac, vous ne pouvez pas aller à l'école supérieure sans faire un concours. Donc pour aller à l'école supérieure, il faut faire un concours. Comme ça, ceux qui passent les concours vont à l'école supérieure. Et quand ils finissent leurs études, ils ont du travail. Les autres, on les envoie dans les écoles professionnelles. Ils vont apprendre à travailler. Mais ça, c'est dans les accords que le Mali a signé avec la France le 1er février 1967. Mais il y a peu de Maliens qui le savent. Que les Maliens ne peuvent plus intégrer la fonction publique comme ça. Vous savez, avant, les pouvoirs politiques ne communiquaient pas. Pourquoi actuellement, moi, je parle beaucoup, les gens disent, le Premier ministre parle beaucoup, parce qu'il faut expliquer la vérité aux gens. Moi, j'ai eu à interpeller l'ancien président. Il a dit, monsieur le président, on dit que vous n'avez rien fait, mais on vous a jugé dans le palais de la culture. Le palais de la culture, c'est vous qui avez négocié avec les Coréens. Nous, on a même travaillé là-dedans, les gens de l'UNG. On vous a jugé là-dedans. On vous a jugé au CICB. Le CICB, même aujourd'hui, quand vous vous arrêtez derrière le fleuve, vous regardez, c'est comme le lion assis. C'est Moussa Traoré qui a dessiné le schéma de CICB. J'ai dit, on vous a jugé là-bas. Le pont FAD, c'était presque à quelques jours de son inauguration qu'il est tombé. Jusqu'à une date récente, toute l'énergie qu'on consomme au Mali, ça venait des bras de Sélengue et Manantali.
Ces barrages-là, il m'a dit que quand il voulait les faire, les cadres lui ont dit qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'en douce, il y avait un système de sabotage de tout ce que les Maliens veulent entreprendre. La route Sévaré-Gao, les cadres ont fait des études pour dire que ce n'est pas économiquement rentable, il y a la hauteur, l'épaisseur du ciment, qu'il n'y a pas beaucoup de population, donc c'est de l'argent perdu pratiquement. Il a fallu une décision politique pour dire commencer cette route, même si c'est avec une pelle. Mais j'ai reçu les gens de Gao hier ici. Sans la route Sévaré-Gao, le nord serait coupé du Mali. Moi, je suis venu du nord en 1973. En cette période, je vous assure, à part la radio Mali et les administrations, il n'y avait rien de Mali au nord. Tout était du Niger. Parce qu'il n'y avait pas de cordon ombilical. En ce moment, c'est les avions ou bien le bateau. Et quand on est venu au lycée, honnêtement, c'est là qu'on a commencé à appartenir réellement au Mali. Je racontais aux gens souvent qui riaient, je dis, au nord, même les fruits qu'on mangeait dans les internats, les mangues, les bananes, moi j'ai vu ça au lycée. Nous, on voyait ça dans les livres d'observation seulement. L'igname, vous pouvez demander des soirées, je leur ai dit, il n'y a pas de mot igname, il n'y a pas de tradition en soirée. C'est un mot, on appelle les nénuphars de Koumassi, Koumassi Dundu. Parce que la première fois où les gens du Nord ont vu l'igname là, c'est les gens qui quittent Koumassi, le Ghana. Donc ça n'a pas d'autre nom. Mais quand on a fait la route Sévaré-Gao, Gao s'est tourné vers le Mali. Les sacs de 1000 qui se vendaient à 1000 francs à Bougouni. Avant, ça se vendait à 5 000, 10 000 francs à Gao, mais on a commencé à le vendre au prix normal. On a commencé à avoir l'igname, à avoir les fruits, à avoir tout ce qui est dans la partie tropicale du Mali. Et le Mali s'est uni. Mais aujourd'hui que cette route-là est coupée, les gens se sentent isolés. Moi, je leur ai dit l'autre jour qu'on est en train de travailler. Les terroristes font tout pour ne pas reprendre cette route-là. Et pourtant, moi, j'ai dit au président, mais cette route-là, on a dit que vous n'avez rien fait. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ko Luka Watila, ko Moti Yerefo. J'ai dit, ah bon? On ne connaît pas Yerefo de. Nimi Yerefo. Moi, Verbe, Togwere Daïla. Les fanfares là, on l'a inauguré quelques semaines après sa chute. D'autres personnes qui n'ont rien à voir. La route Sévaré-Gao, c'est maintenant qu'on sait que ça nous servait à quelque chose. J'ai dit, donc moi, je fais la part entre les questions idéologiques et les questions réelles. J'ai fait le lycée à un moment où j'avais une certaine maturité pour analyser. La vérité, je vais vous le dire. Celui qui a écrit à la police pour arrêter Cabral, il est connu. Quand on l'a arrêté, là où on l'a amené, c'est connu. Sous les ordres de qui il a été manœuvré, c'est connu. Mais pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir tout ça depuis 1991? On va faire un monument, tout le monde va chanter. Ça, c'est de la politique politicienne. On est même allé montrer une fausse tombe. Les gens ont accepté. Même la famille de Cabral sait que c'est faux. Donc si on s'entend sur un consensus, sur le mensonge, on tourne la page et on continue. Mais il y a des gens au Mali qui ramènent toujours la mémoire de Cabral pour en faire un fonds de commerce. Vous les connaissez mieux que moi. Moi, j'ai interrogé le frère de Cabral. Comme je vous ai dit, je sais ce qu'il m'a dit. Il dit, mais c'est connu, tous les gens de la Deuxième République, ils ont une idée. Mais au Mali, bon, c'est comme ça. Donc si on décide que c'est comme ça, on s'entend que c'est comme ça. On ne veut pas savoir la vérité. Parce que si on cherche à savoir la vérité, il y a des gens qui vont arrêter de parler au Mali. Et comme on ne veut pas cela, on laisse la faire. Moi, je vous dis ma lecture. Quand j'ai quitté ici, en 1977,
75, 76, on a passé des journées au Kampala, rasé, au soleil. Vous signez des attestations que vous n'allez plus faire la grève. Ceux qui nous poussaient dans les grèves n'étaient jamais là. Donc j'ai compris. Quand je suis allé en Union soviétique, j'ai trouvé le même système. Vous savez que partout, je vous dis, l'opposition politique s'est réfugiée dans les milieux scolaires. Parce que les partis n'étaient pas autorisés. Donc les syndicats d'enseignants sont des opposants. Les syndicats d'étudiants sont des opposants. Et les revendications des étudiants n'ont pas de caractère politique, contrairement à ce qu'on a fait savoir. Sous Cabral, c'était des revendications pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Mais c'est une période révolutionnaire où tous les jeunes, tout jeune normalement constitué était révolutionnaire, il est de gauche. Donc il avait ses convictions. Certains sont venus faire l'amalgame pour dire que Cabral se battait pour des problèmes politiques. Ce n'est pas vrai. Cabral se battait pour l'amélioration des conditions de vie. Toutes les grèves qu'il y a eu, je peux vous les citer une à une, parce que j'ai étudié la période. Et toutes les revendications des élèves. Le concours a disparu, pourquoi? Parce qu'on a dit aux syndicats d'étudiants de dire aux enseignants d'enlever le concours, même si tout le monde doit aller à l'université. Parce qu'il avait été dit que pour que l'université ne soit pas une fabrique de chômeurs, on met un barrage, on fait le concours, comme ça ceux qui vont à l'université, quand ils passent et ils vont travailler. L'université ne sera pas une fabrique de chômeurs. Mais les syndicats d'étudiants ont refusé. Et à la fin, au bout de quelques années de bras de fer, les militaires ont cédé. On a ouvert les vannes. Allez-y à l'université maintenant. 80% des enfants, ils étudient dans les sciences sociales. L'État n'oriente plus. Qui fait les frais? La vérité, je vais vous dire, pourquoi les gens disent des histoires, c'est là, c'est l'ami de Moussa Traoré, c'est ceci. Moi, je n'ai connu Moussa Traoré que 11 ans après sa chute. Seulement, je suis un observateur. Les difficultés du monde scolaire sont devenues un fonds de commerce politique pour certains. Moi, je l'ai toujours refusé. Parce que les étudiants, leurs conditions de vie, sous prétexte de défendre leurs intérêts, leur situation s'est dégradée petit à petit. Jusqu'à arriver au moment où le syndicat des étudiants s'est transformé en un mouvement qui tuait les gens. On égorgeait des étudiants comme des moutons. On tuait des étudiants. Mais ça, ce n'est pas un syndicat pour les intérêts des étudiants. Ça, c'est une guerre politique. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été circonspect par rapport à certains discours. Vous pouvez demander aux anciens de l'AEM, qui étaient proches de Paix à son âme Zarawana. Moi, je l'ai enseigné. En 1996, je crois, je ne me rappelle pas, j'étais directeur de l'école des postes de télécommunications. Et il étudiait là-bas. Je lui ai dit que tôt ou tard, le pouvoir en place va se retourner contre eux. Parce que historiquement, quand un pouvoir politique avec un syndicat se donne la main pour conquérir le pouvoir, après la conquête du pouvoir, soit le syndicat est inféodé au pouvoir, ou le pouvoir le combat. Parce qu'il va se dire que s'il ne le fait pas, il va avoir les mêmes problèmes qu'on a fait au pouvoir qui a disparu. En ce moment, il ne croyait pas. Mais lorsqu'on les a arrêtés plus tard, moi je lui ai rendu visite. Il m'a dit qu'il ne va pas. J'ai dit, moi j'ai fait une analyse historique de la situation. Historiquement, c'est ça la règle. Le Mali ne fait pas une exception. C'est pourquoi vous trouverez dans tous les pays révolutionnaires à parti unique, le syndicat est inféodé au parti au pouvoir. Moi j'ai entendu récemment un syndicaliste défroqué là, donner des exemples pour l'histoire, pour dire que lui, tous les syndicalistes font la politique. Dans les partis uniques, tous les syndicats sont inféodés. S'ils ne sont pas inféodés, ils sont combattus. C'est pour cela que le responsable des syndicats est toujours membre du bureau politique. Mais dans les systèmes pluralistes, les syndicats sont libres. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la corruption pour gérer les syndicats. Finalement, ce n'est pas les élèves les plus méritants qui deviennent des dirigeants. C'est pour cela que quand on a dissous l'AEM, on aurait pu mettre une solution, dire par exemple que désormais il y a des critères
pour être responsable de l'AEM. Parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver avec plusieurs interlocuteurs. Parce que l'État doit avoir un interlocuteur. Sinon, la survie du mouvement, ce n'était plus possible. Il y a des étudiants qui construisent des villas pendant qu'ils étudient. Il y a des gens qui sont plus étudiants, ils sont dans les bureaux des étudiants. Mais ça, ce n'est pas un pays qu'on construit. Ça, c'est la corruption. Quand on corrompt même la jeunesse pour la dévier de ses convictions, pour faire ce que le politique veut, moi, je ne peux jamais approuver un tel système. Les militaires, malgré les combats à mort avec l'UNEM, c'est un combat, si on peut dire qu'il y a un combat qui est juste, l'UNEM se battait avec ses idéaux. Vous êtes de la génération humaine. Qui d'entre vous a construit une villa pendant qu'il était étudiant? Personne. Personne. Mais après, les politiques ont transformé les syndicats. Les syndicalistes sont devenus plus riches que leurs pères. Ça, c'est un système qui est mauvais, fondamentalement. Et la corruption a gangréné toute la société. Les étudiants, l'armée. C'est pourquoi je vous ai dit qu'à un moment donné, sans le changement de paradigme politique, notre pays était perdu. La corruption a gangréné toute la société. L'outil de défense a été atteint. L'école a été atteinte. Vous savez bien que dans la sous-région, quand les élèves échouent, ils viennent au Mali faire les examens, ils passent. C'est pour cela que finalement, on a harmonisé les dates des examens dans l'UEMOA, parce que c'est les vauriens des autres pays qui deviennent les premiers ici. Parce qu'il n'y avait plus de système scolaire. Il y avait un système de corruption généralisé. Il faut être effronté, arrogant, menacé, armé pour être un dirigeant. Ça, c'est un système qui ne peut pas construire le Mali. Celui qui construit ce système-là, moi, je ne vais jamais être d'accord avec lui. Maintenant, les arguments politiques pour tenir ici et là, vous savez, l'AMSUNAM est devenu aujourd'hui un label. Il y a des gens, quand ils ont des insuffisances politiques, ils sortent leur carte de l'AMSUNAM. On met la carte du parti dans la poche. Parce que l'AMSUNAM est devenu un label, comme je dis, c'est plus crédible. Parce que beaucoup vivent de la mémoire de cette période. L'épopée de la période de l'UNEM, c'est de ça que beaucoup vivent. Et c'est normal, parce que je vous dis qu'un peuple vit d'histoire. Cette période de lutte pour défendre les intérêts des étudiants, c'est devenu une période de mémoire pour beaucoup. Ça les habite, c'est ça ce qui les conditionne sur le plan politique et idéologique. Mais il y a certains qui en ont fait un label. Quand ils ont besoin, ils chantent l'UNEM juste pour régler leurs problèmes politiques. Mais une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, les syndicats, ce n'est rien. C'est lui qui fait du bruit, on l'appelle, on lui met quelque chose dans la bouche et il se tait. Et puis on tue le pays. J'ai raconté tout ça pour que vous compreniez très bien souvent mes réserves sur certaines démarches. Maintenant, vous, votre rôle, le rôle que vous êtes en train de jouer aujourd'hui, j'ai dit que l'AMSUNAM est devenu un label. Et moi, je peux témoigner, depuis que moi je suis Premier ministre, chaque fois qu'il y a des problèmes difficiles au niveau de l'école, l'AMSUNAM est là pour aider le gouvernement à retrouver l'apaisement. Elle n'a pas fait les gendarmes contre les étudiants, elle n'a pas fait le la avec le gouvernement, elle est venue aider à concilier les positions en attendant de voir clair, mais que l'année scolaire soit maintenue. Donc c'est ça sa mission. Maintenant, chaque membre a son parti, il fait ce qu'il veut. Et votre organisation, c'est ça sa force. Il y a peu d'organisations qui fonctionnent comme ça au Mali. Il y a la tendance à l'embrigadement. Au Mali, dès qu'un mouvement est légitime, politiquement ou historiquement, il y a des gens qui cherchent à l'embrigader. Mais votre organisation n'a pas accepté l'embrigadement, en tout cas que je sache. Et c'est ce qui fait votre force. Moi, je voudrais vous féliciter pour ça. Lorsque cette transition est survenue, il y a eu des lectures différentes de la situation, historiquement et politiquement.
Vous savez que c'est la lutte des contraires qui fait avancer la société. Et dans un pays, il y a toujours des forces qui luttent pour une cause donnée. Et certaines forces gagnent le dessus. Les forces qui gagnent le dessus, c'est elles qui proposent le chemin à suivre. Mais les forces qui ont perdu ne peuvent pas venir dire le chemin à suivre. Or, c'est ce qu'on a voulu faire au Mali. Les Maliens ont manifesté pendant des mois. On a changé un régime. Mais c'est les tenants de ce régime qui sont venus nous dire ce qu'il faut faire. Moi, j'ai reçu la première fois les partis politiques ici. Quand je leur ai dit comment nous voyons la situation, il y a des gens qui se sont levés, ils m'ont dit non. Votre rôle n'est pas de venir faire de ces changements-là au Mali. Votre rôle, c'est d'organiser des élections et partir. Bon, c'est un discours spécieux, c'est logique. Quand vous entendez les ONG ou ce qu'ils appellent la communauté internationale, ils vous disent tous, un gouvernement de transition, son rôle, c'est faire les élections et partir. Effectivement, c'est juste, mais c'est spécieux. Parce que si vous organisez les élections et partir, vous allez ramener la même classe politique qui vous a ramené dans la situation actuelle. C'est ce que moi j'ai dit aux responsables politiques. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, non, ça c'est pas votre rôle. C'est ce jour-là que je leur ai dit, Ambe malien, Ambe do dakelen fait, mais ante bo dakelen fait. Quand les gens sont sortis, ils disent que le Premier ministre là, il est clivant, il veut diviser les Maliens. Mais ça, c'est pas la division. Parce que j'ai dit, historiquement, le régime a changé pour qu'il y ait des transformations, pour qu'il y ait la refondation du Mali. Donc, si on ne fait pas la refondation, ça veut dire que le changement n'aura servi à rien. Les élections, on en a organisé depuis 30 ans. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Donc, l'élection n'est pas l'affaire. Et puis, c'est sorti. Entre-temps, le grand-papa qui est à l'extérieur a commencé. Ah, le Premier ministre là, partisan de la dictature, d'ailleurs, il est clivant, il divise les Maliens. J'ai dit, vous n'avez jamais vu un pouvoir politique où tout le monde s'entend sur tout pour trouver. Les voleurs et les propriétaires de la chèvre qui a été volée, ils vont s'entendre pour quoi faire. On a enterré des Maliens ici, dans des fosses communes. Nous avons les preuves, avant on le disait, mais maintenant j'ai les éléments. On a sorti l'argent du trésor, plusieurs centaines de milliards, pour acheter des équipements de combat militaire. À la date du 20 août, le Mali n'avait pas d'hélicoptère. Le Mali n'avait pas d'avion. Le Mali ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Même un simple avion de transport qu'on a acheté était bloqué ailleurs. L'argent qui est sorti pour acheter 6 hélicoptères, pour les 4, c'est détourné, dilapidé. Pour les 2, on nous a vendu des hélicoptères d'occasion. Repeinturés, on a vendu au Mali au neuf, au prix du neuf. Les hélicoptères ont fonctionné quelques semaines, c'est tombé en panne. Heureusement qu'avec la transition, nous les avons réparés et ils sont au front. Les avions de combat, on a commandé 4, 6 disons. L'argent des 4 a été dissipé. Les 2, les avions qui sont venus, n'ont pas d'option. Ils ne peuvent pas se battre la nuit. Il y a des options qui manquent, donc c'est devenu de simples avions de transport. Le Mali ne pouvait rien. J'ai donné même ce matin le cas des militaires qui sont morts en Délima. Vous avez vu Ogosago, Sobanda, on tue les gens, mais l'armée ne peut rien. Parce qu'on a un pays qui est vaste. Si vous n'avez pas la suprématie dans les airs, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez par exemple en Déliman, l'administration finance une base. Barkhane construit la base. Et on oublie, entre guillemets, de faire des forages. Donc les militaires n'ont pas de l'eau. Ils sortent. Ils vont chercher de l'eau dans les hameaux. Ils vont prendre de l'eau dans les puits. Les terroristes scrutent leur chemin. Un jour, ils tombent sur eux au puits. Ils les tuent. Ils remplissent le camion de bonbons d'explosifs.
Ils vont rentrer dans le camp. Ils font exploser. Les militaires meurent. Ceux qui survivent font 7 heures de temps en train de prier pour avoir des appuis. On dit qu'il n'y a pas d'appui. L'aménagement a des avions. Barkhane a des avions et des hélicoptères. Tous les militaires meurent. Après, on vient faire des funérailles, on vient pleurer, on met le drapeau du Mali, on fait des fosses communes. Et est-ce que vous imaginez, celui qui a fait ça, moi je le connais. Allez de Benisigi qui a foné, Anga Benkodola, Antise Kabé, Antise Kabodakelen fait. Vous prenez Kidal, des milliers d'Africains viennent d'ailleurs. Ils exploitent l'or. Quand on exploite 100 kilos, les 90 kilos vont ailleurs, là où vous savez. Des pays qui ne produisent même pas d'or dans le monde, qui sont 4e réserve d'or dans le monde. Les 10 autres qui viennent à Bamako, c'est pour alimenter l'oligarchie installée dans la capitale. Des politiques, des militaires, des juges, des hauts fonctionnaires, pour créer une caste qui prend le Mali en otage. Avec le discours mielleux, la démocratie, nous sommes des acteurs de ceci, c'est nous qui avons... Mais la démocratie, on ne la mange pas. Si on tue la population tous les jours, l'État malien n'est pas à Kidal. Comme je vous ai dit, les ministres sont humiliés à l'aéroport. S'ils veulent aller à Kidal, on leur dit qu'il ne faut pas montrer les drapeaux du Mali. Ou bien ils font la journée, le soir on leur dit de retourner, il n'y a pas de place. Ceux qui vont à Kidal, on leur dit qu'il ne faut pas montrer les drapeaux, vous descendez tout doucement. Et comme je vous dis, il y a quelqu'un qui a osé là-bas souhaiter la bienvenue à la délégation du Mali à Kidal. Même le président, le premier ministre, quand ils vont dans cette zone, ils payent des rançons pour pouvoir descendre de l'avion. Mais on n'avait pas de pays. Quelqu'un comme ça, si tu viens me parler de ton passé politique, je ne regarde même pas. Je regarde qui tu es à ce moment-là. Donc, c'est pour vous dire la situation dans laquelle notre pays était. Moi, je suis ressortissant dans Songo. La mine de manganèse de Tassiga, elle est exploitée depuis 2012-2013. Des gens remplissent des camions avec le minerai. Ils l'amènent au port et ça va à l'extérieur. Moi, depuis 2019, j'ai tapé à toutes les portes. Impossible. Mais on vient de la nationaliser, cette mine-là. Elle est rentrée dans le patrimoine de Sorem. Les mines de Kidal, la mine de Taka à Gao. Il y a des individus qui ont 96 millions par mois à eux seuls. Cette mine-là, elle est dans le patrimoine de Sorem aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont dit, quand je suis devenu Premier ministre, Ebi Koumfe, nous on nous a dit depuis 2016 de nous préserver, de ne pas nous fatiguer, parce que la France ne quittera jamais Menaka. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Menaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Golfe. Donc débrouillez-vous. On va finir le mandat sous le couvert de la démocratie, quelqu'un d'autre va venir. Et quand on allait rester dans 20, 30, 50 ans, aucun d'entre ceux qui comprennent ne serait là. Peut-être votre génération là va tous partir. Il y aura des gens, des jouisseurs qui voyagent, qui ont 3, 4 passeports. Depuis quand vous avez vu dans un pays où les ministères régaliens, comme la défense, comme les affaires étrangères, on les met dans quelqu'un qui a 3 passeports en poche. On a vu ça au Mali. Moi, j'ai des audios où des gens jurent fidélité à la France, qui ont occupé des fonctions stratégiques au Mali. J'ai l'audio où ils jurent fidélité aux Français. Si eux, ils reviennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire du Mali? Mais quand ce monsieur parle, et il vous parle de démocratie, donc les citoyens qui l'écoutent parlent comme ça, les discours spécieux, où des gens qui travaillaient pour les impérialistes, tout le monde les connaît, qui travaillaient pour le régime qui est tombé,
qui retourne la veste aujourd'hui, il dit que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre. Et ils ont pignon sur rue. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai parlé de clarification. C'était, on dit que la clarification, c'est ça. C'est que les faux soutiens, ceux qui tiennent les discours spéciaux là, il faut que les Maliens les découvrent et les mettent hors d'état de nuire. Père Assona Modibo Keïta a dit, quand les propriétaires se transforment en spectateurs, c'est le festival des brigands. Donc il y a des brigands au Mali qui veulent transformer les Maliens en spectateurs. Au Tekanyena, nous bafé, ou Kafouab, il est clivant, en bedo dakelan fait, mais en tebo dakelan fait. Pourquoi Kafam? Parce que vous avez droit à une compréhension objective de la situation. Vous observez, je sais que vous êtes neutre, vous regardez, vous analysez et vous faites des prises de position très responsables. Donc, il nous appartient, on est obligé de vous expliquer la réalité. Le président, lui, c'est un militaire, il ne parle pas beaucoup. Mais moi, je suis obligé de vous expliquer ce qu'il y a. Au Mali, aujourd'hui, il y a une sorte de spectre qui plane sur notre pays. À cause de quelques attaques de terroristes, parce que la technique des adversaires des terroristes aujourd'hui, c'est quoi? Comme on a pris la souveraineté de notre pays, maintenant ils font des attaques partout, font des élongations. On attaque à Nara, à Kaye, à Ndrambokan, à Kidal, à Tinzawaten, à Gao, à San, à Bandiagara. On éparpille les gens pour étourdir la direction. Pendant ce temps, il y a des relais locaux qui prennent leur vuvuzela, ils se promènent. Ah, il faut la paix. La guerre n'amène pas la paix. Qui a jamais dit que la guerre amène la paix? Mais j'ai dit que c'est lui qui prend un fusil contre le Mali. Tant que le Mali ne prend pas un fusil, le mettre à sa place. Et après s'asseoir négocier à Sekataï. En période de guerre, chacun joue son jeu. Les paysans cultivent pour donner à manger, les diplomates négocient, les enseignants enseignent, les docteurs soignent, les militaires font la guerre. Mais vous trouvez, on vient nous dire, ah non, vraiment il ne faut pas faire la guerre, vous savez, la guerre n'a jamais, on finit toujours par là. Ben, toutes les guerres finissent par une table de négociation. Mais avant que cela n'arrive, il faut qu'on clarifie les choses. Qui est avec la transition, qui ne l'est pas? Ceux qui ne sont pas avec la transition, ils sont des Maliens, ils ont leurs droits, mais à cause de Dieu qui nous laisse travailler. Une période de l'histoire va passer, le peuple va juger. Dans tous les cas, les dirigeants passent, les peuples restent. La chose qui est éternelle, c'est les peuples. Aujourd'hui, nous sommes à une période charnière où les vrais patriotes, les vrais progressistes, quelle que soit leur obédience politique, doivent se donner la main pour sauver le Mali. Le pays auquel on se réfère tous, c'est la France. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les forces les plus actives, c'est les communistes. Les patriotes, c'était... Mais celui qui a dirigé, il n'est pas communiste. Tous les patriotes qui sont pour la France se sont retrouvés pour sauver leur pays. Et ils avaient comme priorité bouter hors d'état de nuire de la France les dernières poches du fascisme. C'est ça leur priorité. Notre priorité aujourd'hui, c'est le combat à mort contre le terrorisme. L'affaiblir et, si nécessaire, négocier après. Mais pendant qu'on est là, moi j'ai entendu des gens qui parlent dans les radios, qui font des vidéos. Ah oui, oui, au Mali ça ne va pas, ça ne va pas. Amadou Koufa n'est pas un terroriste, on le compare à Mandela. Moi j'ai entendu des gens, il y a la vidéo, que Mandela aussi a été traité de terroriste. Donc on ne peut pas dire qu'Amadou Koufa est un terroriste. Sam Noujouma a été considéré terroriste, ainsi de suite. Mais ça, c'est quoi ça? On est où là? Tout ça, c'est l'amalgame. Il est nécessaire de faire la clarification. Ceux qui veulent l'échec de la transition, qui se taisent et nous laissent travailler. Si on réussit, ça serait dans l'intérêt de tout le monde. Si on échoue, et je suis sûr que ça n'arrivera pas,
le peuple va tirer les conséquences. Parce que les dirigeants vont passer, les peuples vont rester. On a beau parler, combien de gens ont dirigé le Mali? Tous ces présidents-là, à leur temps, ils étaient tout puissants. Mais ils sont partis aujourd'hui. On a eu des gens qui sont venus aider avec une bonne direction de nos forces armées de sécurité à restaurer la dignité du peuple malien. C'est le même pays, c'est les mêmes militaires, c'est les mêmes terroristes. Les terroristes, on a d'ailleurs la preuve, les preuves tangibles des pays qui entraînent les terroristes, qui les arment. Nous avons voulu aller exposer ça à l'ONU. Pourquoi ils ont refusé? Parce que si jamais on nous laisse exposer cela, est-ce que vous savez que toute l'Afrique allait se révolter? Mais nous maintenons cette exigence. On nous dit qu'ils sont venus lutter contre le terrorisme. C'est du bluff. Maintenant, tous les pays qui étaient épargnés, ils sont en train de s'étendre à eux. Vous avez une radio étrangère, on va interviewer des terroristes. On trouve des Maliens qui disent que ce n'est pas des terroristes. On les compare à Mandela. En même temps, ils font des actes terroristes au Togo, au Bénin. Ils l'étendent à tout le monde. Au lieu de se donner la main pour les combattre, on est là à inoculer le virus du défaitisme, du pétainisme, le virus qui va faire qu'à terme notre peuple va baisser les bras. Nous n'allons pas l'accepter. Et je voudrais dire à votre organisation qui a une grande notoriété historique, une grande notoriété politique, une crédibilité certaine aujourd'hui, que ce message-là, je voudrais que vous le compreniez. Je sais que vous êtes des hommes indépendants. Vous écoutez tout le monde. Vous analysez. Mais l'actuel gouvernement, voici son sacerdoce. Quand il dit les assises nationales, tout ce que nous faisons, c'est la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Ça, ce n'est pas l'armée. C'est des initiatives politiques. On a fait une nouvelle constitution. C'est une initiative politique. Mais comme je dis, il y a des ignares triomphants dans les milieux là qui s'élèvent. Ah non, 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 vraiment, l'armée monte en puissance, sinon ailleurs rien ne va. J'ai dit, mais celui-là, il n'a rien compris. Si vous voyez le calendrier, fin 2021, les assises sont finies le 31 décembre. C'est à la même période que l'armée malienne a lancé ce que j'appelais la grande offensive, où nous avons amené le fer dans le camp des terroristes, détruire leur camp, partout, avant que nos adversaires ne viennent à leur aide maintenant pour les aider à s'éparpiller partout. Donc les initiatives politiques et militaires sont liées. Ensuite, nous avons révisé notre constitution. Nous avons révisé la loi minière. Aujourd'hui, nous avons récolté combien de milliards avec les sociétés minières? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes politiques qui sont en train de vendre leurs mines? Même aujourd'hui, j'ai félicité le ministre d'État, ministre chargé de l'administration territoriale. Parce que les saletés, les choses qu'il y avait à Bamako, les revenus annuels sont allés de 385 millions à 4 milliards en 3 mois. Avec la nouvelle équipe qu'on a installée au gouvernement du district de Bamako. J'ai même dit de recenser tous les cadres qui sont là. Je vais les féliciter devant leur ministre et devant les Maliens. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a des hommes qui sont en train de mouiller leur maillot pour nous faire sortir de la situation. Imaginez-vous, en 3 mois de 380, ils sont venus trouver dans les comptes de la mairie 385 millions. En un an. En 3 mois, c'est 4 milliards qu'il y a. Donc on avance. On est dans une situation, comme je vous l'ai dit, c'est comme un enfant. Tu tombes, tu te lèves, tu continues jusqu'au jour où tu arrives à bien marcher. Mais il y a des gens qui s'arrêtent sur les moments où on tombe là, pour dire, vous voyez, l'enfant là, il ne peut même pas marcher. Bon, ils ont le verbe haut au Mali, ils n'ont à la bouche que les élections.
Moi, vous avez dit de faire les... C'est une très bonne initiative. Mais il faut mettre un minimum d'ordre. Les pays qui nous enseignent cela, j'ai dit avant-hier, les États-Unis, George Washington, personne ne l'a élu. Il a fait plus de 10 ans au pouvoir pour amener de l'ordre. C'est après qu'ils sont allés aux élections. Personne n'a élu De Gaulle au début. Personne n'a élu Mao Zedong. Personne n'a élu Staline. C'est des militaires. Quand l'Angleterre a failli disparaître, leur ministre, celui qui est devenu premier ministre, Churchill, lorsque leur premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Chamberlain, est allé en Allemagne, en 1941, signer le pacte de paix, quand il est revenu, tout le peuple est sorti pour l'accueillir. Toute l'Angleterre. Même la reine. Il y a une seule personne qui a dit attention. Vous avez été signé un pacte de la honte pour éviter la guerre. In fine, vous aurez et la guerre et la honte. Et quand ils ont été attaqués en 1941, la reine n'a eu autre choix que d'aller le chercher. C'est Churchill. L'Angleterre a failli disparaître. C'était un militaire. Donc ces discours spécieux-là, qui fait croire qu'un militaire ne vaut rien, c'est des histoires. C'est parce qu'à un moment donné de notre histoire, c'est des militaires qui ont dirigé. Leur opposition, c'était avec l'intelligence. Donc on a cultivé ça chez les gens. Et puis les Occidentaux, chaque fois qu'ils comprennent qu'un président est en train de comprendre, ils inventent des histoires pour le faire partir. Et il faut en sorte que notre nation n'a pas de mémoire. Alors que chez eux, ils cultivent tout sur la mémoire. Vous regardez la carte 14-18, malgré les amitiés entre les Français et les Allemands, ils ne laissent rien passer. Tous les événements importants sont célébrés. Parce qu'ils veulent garder la mémoire. Parce qu'une nation, c'est la mémoire. Mais chez nous, on nous fait croire qu'on n'a rien. Le président Modibo, on met en exergue les arguments de ses adversaires pour le discréditer. Le président Moussa Traoré a été la même chose, ainsi de suite. Et on n'a plus de repères. Or que tous ceux qui ont dirigé notre pays, c'est des humains. Ils ont fait des fautes, ils ont réussi quelque part. On prend là où ils ont réussi, un temps soit peu, et on les ajoute ensemble. C'est petit à petit qu'on construit une nation. Donc je voudrais vous dire que nous comptons beaucoup sur vous. Vos conseils, nous allons les prendre à la lettre. Et il faut continuer à jouer votre rôle moral. Peut-être selon vous, vous n'avez pas un grand poids électoral, mais vous avez un poids moral qui fait que vous pouvez peser sur le coup de l'histoire. Mais les dirigeants doivent faire l'effort de vous faire comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Tout ce que je vous ai dit ici, c'est pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on veut et où on veut aller. Et le fait qu'avec le président, à l'issue de cette rencontre, effectivement, vous avez apprécié le fait que les élections ont été inscrites dans le budget d'État de 2025, je pense que c'est un signal. Ça montre clairement votre indépendance de vision, votre analyse de la situation politique, tout en soutenant la transition. C'est de dire à la transition, attention, on te soutient, mais fais des élections. Ça, c'est comme on dit, un père qui aime bien, il châtie bien. Parce que certains pensent que, ah non, non, il ne faut pas faire des élections. C'est en cela qu'ils sont des bons amis de la transition. Vous vous dites, attention, on vous soutient, mais faites des élections. Parce que le pouvoir, l'expérience a montré le pouvoir là. Quand vous tirez là-dedans sans rien, il y a ce que j'appelle l'usure du pouvoir. Quand ça vient là, on va prendre des cailloux, vous frapper. La deuxième chose, je l'ai dit au ministre ici, quand le premier gouvernement a été institué le 1er juillet 2023, le mardi 11 juillet, j'ai rencontré ce qu'on appelle le CINCER. C'est le comité interministériel de suivi des recommandations des assises. J'ai dit aux membres du gouvernement, nous avons fait 2 ans à faire un message d'éveil de conscience
à tenir bien le bateau pour l'éveil des consciences des Maliens, pour parler du patriotisme, du nationalisme, de la lutte contre le terrorisme. Tout ça, c'est bien. Mais actuellement, ajoutons un troisième arc, le développement économique et social. Parce qu'in fine, c'est ça qui compte. Tout régime qui n'arrive pas à rendre les gens meilleurs dans leur vie, il ne vaut rien. Lorsque Deng Xiaoping a dit un chat, qu'il soit blanc ou gris, pourvu qu'il attrape la souris, mais on l'a mis en exil. Mais quand ça chauffait, on l'a ramené. C'est lui qui est le père de la Chine moderne. Ça veut dire qu'un régime politique, qui soit socialiste ou de gauche ou de droite, il faut qu'il fasse bien vivre la population. Parce que si les peuples ne vivent pas bien, j'ai dit au ministre, les mêmes qui nous ont applaudi demain vont nous prendre des cailloux pour nous dire de quitter et nous frapper. Donc faisons bien les choses et allons pendant qu'il est temps. Mais quand j'ai dit ça, c'est comme j'ai parlé, on a eu des ignares triomphants dans la presse pendant des semaines en train de me taper dessus. Ah, le Premier ministre là, non seulement il est clivant, mais voici qu'il veut trahir les militaires, et pititi et patata. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a une force morale comme l'Amsunem qui l'a dit devant qui? Devant le président, que le fait qu'il ait prévu d'organiser les élections courant 2025, que vous l'approuvez et vous soutenez la transition. Ça, c'est un bon père de famille. Parce que le bon père de famille, ce n'est pas celui qui donne aux enfants tout ce qu'ils demandent. C'est de leur donner aussi souvent de la quinine pour soigner leur palu. C'est ce que vous avez fait à la transition. Donc on a oublié de vous écouter. Vous nous cognez bien là, vous nous caressez bien, après vous nous donnez de la quinine. Donc je voudrais vous saluer et vous dire que j'ai compris votre message, Monsieur le Président. Le message là est tombé dans une oreille attentive. Et je voudrais vous inviter à continuer. Vraiment, ne baissez pas les bras. Continuez à dire ce que vous pensez dans l'intérêt du Mali. À un moment donné, on ne sera pas content. Peut-être moi-même, à un moment donné, je ne serai pas content. Si la quinine là, me brûle trop la gorge, mais continuez à dire la vérité. Parce qu'in fine, c'est ça qui compte. Et j'ai dit à nos amis, j'ai fini par ça, au M5 RFP, qu'il faut tenir à 4 choses principales. Il faut toujours dire la vérité. Il ne faut pas chercher à manipuler les Maliens, à les tromper. Deuxième chose, ces militaires-là, les militaires maliens, dis-je, qui sont en train de se battre, mourir au front tous les jours pour nous restituer notre dignité, il faut les respecter. Il faut les aimer. Il faut les sacraliser. La troisième chose, je ne dis pas le concours heureux de l'histoire. Nous nous sommes retrouvés à quelqu'un à la tête du Mali, Assimi Goïta. Le pouvoir, on dit chez nous, c'est une affaire de Dieu. Aussi longtemps qu'il est à la tête de l'État, il faut le respecter. Il faut le respecter. Il y a 5 ans, si vous disiez à quelqu'un qu'Assimi Goïta va être président, il va dire jamais. Même moi, si vous dites que j'allais être Premier ministre, ils vont dire non, 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 cela ne sera jamais rien au Mali. Je donne ma tête à couper. Mais Dieu a fait que c'est lui le président. Donc aussi longtemps qu'il est président, il faut le respecter. Et enfin, il faut aimer son pays. Le Mali, comme vous êtes en train de le faire. On va tous passer, mais le Mali va rester. Ce sont ces 4 choses que j'édicte à tout le monde. Et dans le discours que vous avez tenu, j'ai retrouvé ces choses de façon indirecte. C'est pour cela, messieurs, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous remercier. Dire que de temps en temps, recevoir des inoculations comme les vôtres là, ça donne à réfléchir. Ça permet d'avancer. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de la transition, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, réunis, que la majorité des Maliens se disent,
ces messieurs et ces dames-là, sous le leadership du président de la transition, ils ont fait ce qu'ils peuvent pour le Mali. Le reste, c'est dans les mains de Dieu et le temps. Merci, Monsieur le Président. La séance est levée.